Comment appliquer la loi de Faraday? Nous allons d'abord rappeler la méthode et puis l'illustrer sur deux exemples, celui des rails de Laplace et celui du solénoïde. D'abord la méthode. Considérons un circuit conducteur fermé que nous orientons arbitrairement par une flèche. Maintenant, considérons une surface qui s'appuie sur le contour fermé. Ici, ce serait la surface d'un petit capuchon qui viendrait s'appuyer sur le circuit. En chaque point de la surface, en chaque point M, nous définissons un vecteur surface élémentaire appelé le vecteur ds. Ce vecteur est égal au produit de l'aire d'une petite surface entourant le point M par un vecteur unitaire normal à la surface, au point M, et que nous appellerons petit n. On voit que pour chaque point M, eh bien, le vecteur surface est perpendiculaire à la surface en ce point, mais il peut pointer dans deux directions différentes, soit vers le haut, soit vers le bas. Afin de fixer cette orientation, nous allons utiliser la règle de la main droite. Pour cela, vous placez les doigts de la main droite parallèlement au circuit et les orientez dans le même sens que le circuit. Tendez le pouce, il va vous indiquer la direction des vecteurs surface, ici vers le haut. Maintenant que nous avons défini l'orientation des vecteurs surface en chaque point, eh bien nous avons une orientation de cette surface. Cela va nous servir pour calculer le flux magnétique, phi, que l'on calcule en faisant l'intégrale en chaque point de la surface de B scalaire ds. Une propriété importante du champ magnétique est que le flux magnétique ne dépend pas de la forme de la surface dès l'instant que celle-ci s'appuie sur le contour fermé. Ainsi, on parlera simplement de flux à travers le circuit. Et pour le calculer, nous choisirons une surface la plus simple possible pour que le calcul soit facile. Maintenant, on peut appliquer la loi de Faraday. Elle nous dit que la force électromotrice induite, petit e, est égale à moins dφ sur dt. Et tout se passe comme s'il y avait une source idéale de tension dans le circuit, orientée dans le sens du circuit et de valeur petit e. Donc E a la dimension d'une tension, elle peut être positive ou négative, et elle est non nulle si et seulement si le flux varie. On remarque que E s'oppose à la variation du flux magnétique, et ça traduit la loi de Lenz que vous avez vue en cours. Résumons-nous. Comment appliquer la loi de Faraday? D'abord, on identifie un circuit conducteur, on considère une surface s'appuyant sur ce circuit, ce qui nous permet de calculer le flux magnétique, et enfin, on applique la loi de Faraday qui donne la force électromotrice induite. Alors maintenant, illustrons cette méthode sur l'exemple des rails de Laplace. De quoi il s'agit? Eh bien, nous considérons deux rails conducteurs, suivant le segment AB et le segment DC, qui sont reliés entre eux par le segment AD. Et puis sur ces rails, on vient poser une tige au niveau du segment BC et qui est libre de se déplacer. On n'a que des conducteurs métalliques ici. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme et dirigé suivant le vecteur UZ. Dans ce problème, on négligera le champ magnétique propre qui peut être éventuellement créé par le circuit conducteur. Enfin, on suppose qu'à l'instant initial, la tige est animée d'une vitesse non nulle, suivant le vecteur UX. On se propose maintenant d'identifier le phénomène d'induction et de déterminer la force électromotrice induite. Pour cela, suivant la méthode, d'abord nous considérons comme circuit orienté le rectangle ABCD, orienté de A vers B. Puis comme surface, eh bien, tout simplement la surface du rectangle ABCD, qui d'après la règle de la main droite est orientée suivant le vecteur UZ. Calculons maintenant le flux magnétique. Il s'agit de la double intégrale de B scalaire ds sur la surface du rectangle. Comme à la fois B et les vecteurs ds sont portés par UZ, quand on fait le produit scalaire, les vecteurs UZ se simplifient. Il nous reste la double intégrale de B fois ds, et on peut sortir B de l'intégrale car le champ magnétique est uniforme. Ainsi, le flux s'écrit B fois la surface du rectangle, qui est égal au produit de la longueur AB, c'est-à-dire ici x,
par la longueur du segment BC, c'est-à-dire L. Donc phi est égal à B fois L fois X. Déterminons maintenant la force électromotrice induite en appliquant la loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt, ce qui donne moins B fois L fois la dérivée de x par rapport au temps que l'on note x point. Si l'on représente un modèle électrique du circuit, eh bien on voit qu'il y a une source idéale de tension qui va être placée en série avec une résistance électrique qui tient compte de la résistance totale du circuit. Ainsi, si la force électromotrice est non nulle, eh bien il va apparaître un courant électrique induit dans le circuit d'intensité I qui vaut E sur R. Et ce courant apparaîtra si et seulement si la tige se déplace. Maintenant, considérons un deuxième exemple, le solénoïde. Un solénoïde est un enroulement d'un fil conducteur sur un cylindre. C'est un enroulement cylindrique, constitué de N spires qui se touchent. La longueur du solénoïde sera notée L, et la section de chacune des spires sera notée S. On suppose que le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde et uniforme à l'intérieur, et il est donné par mu0 N sur L fois I fois le vecteur UZ. Alors, essayons d'identifier le phénomène d'induction qui peut apparaître ici et déterminons la force électromotrice induite. Comme circuit orienté, que va-t-on choisir? Eh bien, le solénoïde, il est constitué de N spires jointives que nous allons assimiler à des cercles orientés suivant l'orientation du courant. Pour chacun de ces cercles, on va calculer le flux magnétique correspondant. Donc la surface d'intégration pour chaque spire sera le disque inscrit dans les cercles et orienté d'après la règle de la main droite, suivant le vecteur UZ. Le flux magnétique à travers l'ensemble du solénoïde est égal au nombre de spires multiplié par le flux à travers une spire. Et le flux à travers une spire, eh bien, quand on le calcule, on voit que B scalaire ds, lorsqu'on fait le produit scalaire, les vecteurs UZ se simplifient. Il reste donc B fois ds. Et comme B est uniforme à l'intérieur du solénoïde, on peut le sortir de l'intégrale. Et on obtient donc pour le flux N fois B fois S. On peut maintenant appliquer la loi de Faraday. Alors quelques mots avant sur le flux magnétique. On le qualifie parfois de flux propre parce qu'il s'agit du flux du champ magnétique créé par le solénoïde à travers lui-même. Si on remplace l'expression de B, on voit que le flux est proportionnel à l'intensité du courant et le coefficient de proportionnalité, nous l'appellerons l'inductance propre, L, qui est donné par mu0, la perméabilité magnétique du vide, fois des caractéristiques géométriques du solénoïde, sa section et sa longueur, notamment. Maintenant, appliquons la loi de Faraday pour obtenir la force électromotrice induite. E est égal à moins dφ sur dt, qui est donc égal à moins L dI sur dt. Si nous schématisons le solénoïde, on peut le représenter par un dipôle, qui serait une source idéale de tension parcourue par un courant d'intensité I. Et en notant U, la tension en borne de ce dipôle en convention récepteur, on obtient la relation que vous connaissez, U égale LDI sur dt, qui est la relation intensité-tension en borne d'une bobine. Alors maintenant, à vous de jouer, reprenez ces exemples pour appliquer la loi de Faraday.